Bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Aujourd'hui, 3 femmes qui, chacune à leur façon, travaillent au mieux-être de notre communauté. Madame Mylène Bergeron nous parle de la Fondation de la faune et de projets environnementaux. Madame Geneviève Loncol de CAVAC nous explique comment cet organisme prend soin des victimes d'actes criminels. Enfin, Madame Julie Houle, travailleuse de rang, nous fait découvrir ACFA au cœur des familles agricoles. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Un organisme œuvre partout au Québec et aussi dans la vallée du Richelieu pour soutenir des projets environnementaux. J'ai avec moi Madame Mylène Bergeron, qui est directrice des communications et de la collecte de fonds à la Fondation de la faune. Bonjour Mylène. Bonjour. Écoutez, j'avais jamais entendu parler de la Fondation de la faune. Parlez-moi un peu de votre fondation. Bien, la Fondation de la faune a 40 ans maintenant. C'est un organisme qui soutient techniquement et financièrement des projets à caractère environnementaux, mais surtout fauniques, là, des projets pour protéger la faune et les habitats fauniques à travers le Québec. C'est un organisme qui a été créé par le gouvernement du Québec en 1984 pour protéger les basses terres du Saint-Laurent et surtout les milieux humides. Mais au fil des ans aussi, la Fondation a été On travaille davantage, plus largement. Oui, on travaille davantage sur l'ensemble des habitats fauniques au Québec, donc que ce soit en milieu humide, en milieu terrestre, en milieu aquatique. Donc, c'est un organisme créé par le gouvernement du Québec, mais qui est aussi reconnu comme organisme de charité. Donc, c'est une fondation à part entière. Donc, vous relevez d'un ministère. On relève d'un ministre, ce qui est différent, et on a des budgets qui ne sont pas soumis au même processus que dans les ministères. Donc, on a un budget à part entière, dont une partie des revenus vient de la vente de permis de chasse, pêche et piégeage. Donc, vous avez une partie de votre budget qui vient d'avoirs gouvernementaux, les permis de chasse, et vous faites aussi de la collecte de fonds? On fait aussi de la collecte de fonds. On a un encan Internet qui a cours habituellement en février de chaque année. Donc, pendant 2 semaines, on vend des lots, des forfaits de chasse, pêche et plein air pour les amateurs. On a aussi des campagnes de collecte de fonds, des activités bénéfices aussi, comme toutes les fondations. Comme toute fondation. Dites-moi, qui fait appel à la Fondation? Qui vous demande de l'aide? C'est des organismes de conservation de milieux naturels ou des organismes aussi, des associations de chasseurs et pêcheurs, des pourvoiries, des ZEC aussi. Donc, notre clientèle est vaste. C'est des organismes qui veulent réaliser des aménagements fauniques ou protéger des aménagements fauniques pour être sûr d'assurer le maintien de la biodiversité. Est-ce qu'il y a des étudiants qui font un sujet de maîtrise, par exemple? On ne finance pas la recherche universitaire. C'est vraiment les organisations communautaires, les organismes de conservation ou de ceux qui ont les pourvoiries, les ZEC. Là. Donc, mais ça pourrait arriver que des organismes fassent appel à des universités ou des chercheurs pour réaliser des projets, mais c'est principalement les organismes qu'on finance. Est-ce que vous faites l'évaluation des projets? On évalue, quand on reçoit les demandes, nous, on évalue chaque projet. Donc, chaque projet est évalué par une équipe à l'interne et ensuite, on va aussi à l'externe. Donc, on a des comités d'experts qui se penchent sur les projets qu'on a retenus, puis qui déterminent lesquels on finance ou pas. On reçoit à peu près autour de 700 projets par année. On en finance, au niveau des habitats fauniques, on en finance à peu près 250-300 par année. Donc, c'est beaucoup de projets. On a 14 programmes d'aide financière. Donc, c'est beaucoup de projets à évaluer puis à financer. Donc, vous les évaluez pour les choisir, choisir lesquels sont les plus pertinents pour les financer. Est-ce que vous faites une évaluation après le projet? On fait des suivis. C'est sûr qu'on s'assure que notre financement perdure dans le temps. Donc, on s'assure de choisir les meilleurs projets, ceux qui ont le plus de potentiel de perdurer dans le temps, qui sont le plus durables. Mais c'est sûr que pour certains projets,
il peut y avoir des suivis après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, dépendamment du financement qui est octroyé, là. Alors, entre autres projets, vous soutenez un projet de pêche sportive chez les jeunes. C'est un programme, en fait, c'est Pêche Oui. en herbe, qui est un programme d'aide financière qui soutient autour de 300 organismes chaque année qui réalisent des activités de pêche sportive, d'initiation à la pêche sportive, tant en activité hivernale qu'en activité estivale. Donc, en ce moment, c'est le bon moment pour faire des activités pêche en herbe. Donc, on a des activités qui sont réalisées partout au Québec. La majorité des activités estivales ont lieu pendant la fin de semaine de la fête de la pêche qui avait lieu la première fin de semaine de juin. Mais on a des organismes qui réalisent des activités pendant tout l'été, qui vont s'associer à des camps de jour ou avec des écoles aussi. On a aussi la CEPAC qui réalise des activités pêche en herbe dans ces territoires. Donc, des familles qui vont en séjour à la CEPAC peuvent initier leurs jeunes à la pêche sportive. Donc, pour l'initiation, c'est sûr qu'on donne de l'information sur l'habitat du poisson, reconnaître les poissons, mais aussi un peu une petite initiation sur les règlements et ce que tout bon pêcheur doit savoir, là, un bon comportement de pêcheur avant de leur permettre de pêcher. Puis, chaque jeune initié peut avoir un certificat pêche en herbe qui tient lieu de permis de pêche jusqu'à ses 18 ans. Et plus précisément, dans la vallée du Richelieu, vous soutenez certains projets. Il y en a un avec Covabar, mais il y en a un aussi avec le Mont-Saint-Hilaire, je pense. Oui, avec Connexion Nature, mais on finance plein de projets en Montérégie. Vous êtes très présents. On est très présents. Les organismes nous connaissent bien. Il y a beaucoup de projets de conservation, donc d'acquisition de terrain pour protéger des milieux naturels. Mais Connexion Nature, entre autres, réalise un projet pour identifier des territoires qui sont affectés par le roseau commun, la phragmite. Le phragmite. Oui. On le connaît bien dans notre région. Les agriculteurs le connaissent bien. Oui, c'est un fléau, puis ça détériore des habitats complets et ça enlève ça enlève la biodiversité, puis ça nuit au bon fonctionnement des écosystèmes, mais aussi au maintien des populations fauniques plus fragiles en place. Donc, c'est des espèces très nuisibles et Connexion Nature veut identifier les territoires où elle pourrait poser des actions pour éradiquer ou au moins contrôler la propagation du phragmite. Son projet est à Saint-Mathias sur Richelieu en ce moment, sur la partie nord du territoire. Donc, ils ont le souci aussi de vouloir réaliser des actions régionales plutôt que d'y aller par municipalité, mais d'avoir une vue globale au niveau de la région sur la propagation du phragmite. Donc, c'est pour ça qu'ils sont impliqués à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Madame Bergeron, il nous reste déjà plus beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous me parliez aussi de ce que vous faites pour changer la culture face à l'environnement. Pensez-vous que depuis 40 ans, avec la Fondation, les Québécois voient la nature et la biodiversité d'une autre façon? Bien, je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Puis je pense que quand les actions de la Fondation ont commencé, les gens à l'origine de la Fondation pensaient que la Fondation allait arrêter ses actions à un moment donné parce qu'on aurait tout fait au Québec. Malheureusement, les menaces sont plus grandes que ce que les gens pensaient à l'époque, mais les gens sont plus conscients. Puis avec la COP 15 qui a eu lieu en décembre 2023, je crois que les gens ont fait une grande prise de conscience sur la perte de biodiversité. Donc, il y a une amélioration au Québec, mais il y a encore du travail. Oui, c'est ça. Madame Mylène Bergeron, directrice des communications et de la collecte de fonds à la Fondation de la Faune, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Être victime ou témoin d'un acte criminel peut ébranler une vie de toutes sortes de façons. J'en parle avec Madame Geneviève Loncol, qui est criminologue et agent d'intervention chez CAVAC. Bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, rappelez-nous ce que ça veut dire, CAVAC, là? C'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.
D'accord. Alors, ça existe quand même depuis quelques années au Oui, Québec? oui, oui, vraiment. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels a été inauguré il y a 35 ans déjà. En Montérégie, on existe depuis 34 ans maintenant. Est-ce qu'il y en a partout au Québec? On est là dans les 17 régions du Québec, effectivement. D'accord. Et quel est le rôle des bureaux CAVAC? Notre mission, c'est d'aider et d'accompagner les personnes victimes, leur entourage, les proches, les témoins, suite à un acte criminel qui a été judiciarisé ou pas. Et vous êtes situé dans les postes de police? Dans les postes de police, oui, dans les palais de justice également. Il y a des sièges sociaux dans toutes les régions aussi. Alors, on disait que ça s'adresse aux victimes et aussi aux témoins et ceux qui ont été mêlés à l'acte criminel? Oui, si on prend l'exemple des proches, ça peut être un enfant qui est victime d'une infraction, par exemple une infraction à caractère sexuel, mais ses parents, la fratrie va également être touchée, donc on est là pour eux également. Est-ce que d'emblée, vous commencez à vous embarquer dans le dossier dès qu'il y a une plainte qui est faite? Comment ça C'est fonctionne? fait de façon différente. Il n'y a pas une trajectoire unique. C'est une intervention qui est personnalisée selon les besoins de chacun. Donc, oui, le point d'entrée pourrait être en intervention en référence policière dès le départ, suite à une plainte ou quand une personne hésite à porter plainte, elle peut contacter nos services. Mais on fait également des appels proactifs. Les services de police vont nous donner accès aux personnes victimes pour qu'on puisse les contacter, prendre de leurs nouvelles, leur parler de nos services, puis les référer vers les organismes spécialisés également. Donc, vous-même, vous êtes criminologue. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui sont attachés à CAVAC, des psychologues, par exemple? On a tous des formations différentes. On fait partie de nos ordres professionnels respectifs. Il y a surtout des criminologues, des travailleurs sociaux, des sexologues, des psychoéducateurs. En Montérégie, du moins. Il peut y avoir d'autres formations également. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Si j'ai été victime d'un acte criminel, je me rends à un poste de police, est-ce que je dois faire une plainte pour tout de suite avoir accès au service de CAVAC? Non, il y a plusieurs façons d'avoir accès au service. Ça peut être de contacter directement un de nos points de service pour avoir des informations, pour savoir comment ça va se passer. Il y en a qui ont besoin d'être préparés, de savoir qu'est-ce qui va se passer quand je vais porter plainte, c'est quoi les étapes qu'il va avoir par la suite. Ça peut être aussi une référence qui va se faire par des intervenants dans les milieux, dans les écoles, dans d'autres organismes qui connaissent bien nos services, qui vont référer les gens. Ça peut être à la cour par un procureur de la couronne qui va rencontrer une personne victime puis qui va considérer qu'elle pourrait avoir du soutien, ils vont l'orienter vers nos services. Fait qu'il y a plusieurs façons de... Donc, tout au long du cheminement d'une plainte jusqu'au procès, même après, vous êtes là? Oui, on est là tout au long pour offrir... d'abord, si on parle vraiment au début, on fait de l'intervention post-traumatique ponctuelle, par exemple, pour essayer de normaliser les réactions physiques et psychologiques qu'une personne va avoir après un acte criminel. Ensuite, on fait de l'intervention psychosociale, on va fournir de l'information et de l'accompagnement durant le processus judiciaire, de l'information sur les droits et recours. Donc ça se rend même jusqu'après une sentence, là, de savoir, comme personne victime, qu'est-ce que j'ai comme droit par la suite. Lors d'un procès, on sait que c'est un moment stressant pour un témoin d'un acte criminel. Préparez-vous les témoins pour leur témoignage en cours? Oui, on a des programmes spécialisés sans jamais adresser les faits concernés, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qui est légal. On ne peut pas faire ça, mais on peut faire des rencontres pour expliquer aux gens à quoi s'attendre. On a un programme qui s'adresse aux enfants. Ça s'appelle le programme Témoin-enfant, qui est pour l'aider à comprendre le processus judiciaire, à comprendre son rôle comme témoin, à développer aussi les compétences pour faciliter son témoignage, que ça ne devienne pas une expérience traumatisante après avoir déjà vécu un traumatisme. À partir de quel âge un enfant peut témoigner en cours? C'est quand même assez jeune, ça dépend vraiment de chacun, je vous dirais. C'est rare qu'on a des tout-petits en bas de 5 ans, c'est assez rare qu'ils vont faire... parce qu'il faut qu'il y ait quand même une mémoire. Hein, plus on est jeune, plus la mémoire est courte. Donc, c'est rare qu'ils sont tout petits comme ça.
Alors, lorsque vous préparez un mineur, on a déjà entendu parler de chiens d'accompagnement ou l'utilisation de toutous. Est-ce que c'est un peu ce que vous faites? Pendant le programme de préparation, on n'a pas un chien d'accompagnement. Par contre, oui, on a des imageries, on peut utiliser des jeux pour créer un lien avec l'enfant. On peut avoir des toutous, effectivement, pour aider à démystifier un peu comment ça se passe. Puis là, on a un tableau avec des personnages pour comprendre le rôle de chacun dans une salle de cours également. Pensez-vous que l'attitude des services de police, de tout le milieu judiciaire a changé avec les années face aux victimes? Oui, je pense que à force de sensibilisation, ils comprennent mieux les besoins des personnes victimes, puis ils sont plus à l'écoute également. La preuve, justement, avec les services de police qui incluent les CAVAC dans leur point de service, c'est pour plus la personne va être à l'aise, plus elle va se sentir bien, plus elle va être en mesure de fournir des informations puis un témoignage qui va être facilitant pour le processus. Est-ce que vous travaillez aussi avec les policiers dans leur façon d'accueillir les victimes potentielles, leur façon de recueillir la plainte? On est plus dans le soutien, je dirais, que dans la D'accord. préparation. Ils sont déjà bien formés à ce niveau-là de leur côté, mais on est en soutien pour eux. On entend parler souvent de l'événement 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Je pense que vous impliquez, le CAVAC s'implique dans ces 12 journées. Oui, bien, si je peux parler dans la région, Oui. ici, là, nos partenaires nous ont invités à présenter, par exemple, des kiosques dans les écoles secondaires pour aller parler de nos services, sensibiliser les jeunes à la violence faite contre les femmes. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais savoir ce que vous diriez à quelqu'un qui écoute notre émission, qui a été victime ou qui a été témoin et qui doute, qui ne sait pas encore si on va aller au poste de police, témoigner, porter plainte. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Bien, je dirais à cette personne-là de ne pas hésiter à nous contacter pour s'informer, pour avoir du soutien dans sa réflexion. Nos services sont gratuits, sont confidentiels, donc que la personne décide ensuite de porter plainte ou pas, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On va pouvoir lui transmettre des informations qui pourraient être facilitantes pour la prise de décision ensuite. Et ensuite, la personne pourra prendre sa décision si elle porte plainte ou pas. Oui, exactement. Madame Geneviève Loncol, criminologue et agente d'intervention au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir. Bien, merci, plaisir est partagé. Il y a un organisme qui se préoccupe de la santé et du bien-être de nos agriculteurs et de nos agricultrices. J'en parle avec Madame Julie Houle, qui est travailleuse de rang pour la Montérégie et elle travaille pour ACFA, au cœur des familles agricoles. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, ACFA, Oui. ça existe depuis longtemps? 2003. En fait, ça fait 20 ans cette année qu'on a fêté le départ d'ACFA. Oui, c'est ça. Ça a été créé, en fait, par une personne qui s'appelle, en Montérégie, Oui. Anna-Maria Labrec, qui était travailleuse sociale et qui travaillait dans le transfert de ferme, puis qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de détresse psychologique auprès de nos producteurs. Et on parlait beaucoup à ce moment-là du bien-être animal, mais on ne parlait pas beaucoup du bien-être de nos producteurs. C'est ça qu'on a voulu faire, aider nos producteurs avec tout ce qui se passe présentement. Bon, nos agriculteurs, ils nous nourrissent. Oui, hein? oui, Et on doit prendre soin d'eux. effectivement. Comment ça va présentement chez nos agriculteurs? Quelle est la situation présentement? Bien, en fait, on a plusieurs sortes de production animale, maraîcher et grande culture. Puis il y en a qui se recoupent beaucoup. Tout ce qui est animal, laitier, dépendent des grandes cultures qui vendent aussi à l'externe du pays. Mais on a aussi les maraîchers qui vont so-so parce que, justement, l'année passée, on a eu beaucoup de pluie. Ils ont trouvé ça très difficile. Tout ce qui était dans la terre, les salades, les oignons, les laitues, ont passé les deuxième, troisième récoltes. Fait que c'était extrêmement difficile pour eux. On a eu un fonds de développement qui est sorti récemment. Mais là, on se demande, est-ce que c'est pas juste des miettes de pain pour les aider ou est-ce que vraiment ça va les aider à long terme?
Ils sont un peu à la merci de la météo, de l'environnement. Oui, en effet. Puis avec les changements climatiques qui se passent présentement, bien, on n'est pas, personne n'est à l'abri de ce qui se passe. Alors, vous travaillez auprès de ceux et celles qui nous nourrissent, je Oui. disais tantôt, mais ils ont besoin, eux, d'aide, autant au niveau financier, mais aussi au niveau psychosocial. Oui. Vous travaillez sur plusieurs volets, là. Il y a le volet financier, il y a le volet de couple, le volet intergénérationnel. Oui. Parlez-moi là, de ces enjeux-là. Bien, en fait, ce qu'on remarque présentement, puis c'est normal, c'est qu'il y a plusieurs générations sur les fermes. On a les cédants qui sont, mettons, parents, grands-parents, puis on a les relèves qui sont nos plus jeunes générations. Nos relèves, c'est pas toutes nos relèves qui veulent continuer et prendre la relève de l'entreprise. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un choc de génération entre les plus vieilles générations et les nouvelles générations. Les plus vieilles doivent apprendre à céder le volant aux plus jeunes, mais les plus jeunes doivent quand même respecter l'expérience des plus vieux, entre guillemets. Puis il y a aussi transfert de ferme, quand il y a des divorces, des séparations, que les deux personnes dans le couple ont des parts. Comment on sépare les parts? Est-ce que madame, monsieur garde une prise dans l'entreprise? Ce qu'on a aussi, c'est transfert de ferme non apparentés. Fait qu'il y a des personnes qui achètent les fermes, mais qui ne sont pas dans la famille. On a divorce, séparation, on a... C'est assez large. On parlait tantôt de l'intergénérationnel. Là. Il faut penser aussi que la jeune génération, souvent, a fait un cours en agronomie, a des connaissances scientifiques, Oui. ce que les plus vieux possédaient davantage par instinct. Effectivement. Puis les plus vieux, c'est vraiment eux qui ont montré leur entreprise de A à Z. Avant, c'était des fermes de subsistance. Maintenant, c'est vraiment des entreprises avec des parts, avec ses notariés, c'est judiciarisé. Ça emmène une dynamique qui est particulière aussi, là. Ce sont des entreprises. C'est des entreprises, effectivement. Alors, ACFA, au cœur des familles agricoles, dans le concret, vous offrez du soutien, du dépistage, de la prévention. Parlez-moi du soutien. Qu'est-ce que vous faites comme soutien? Bien, en fait, c'est vraiment, on a une ligne centrale qui est un 450. Donc, les gens, les producteurs nous appellent, des personnes sentinelles qui ont été formées, sentinelles agricoles, qui peuvent être des vétérinaires, des agronomes, qui sont dans le milieu, le bain de l'agriculture. Ou ça peut être une personne de la famille aussi qui nous appelle, dire on a un producteur qui ne va pas bien. Fait qu'à ce Et moment... lorsqu'on dit « il ne va pas bien », c'est à quel niveau? Bien, ça peut être idées noires, idées suicidaires, ça peut être tentative de suicide, ça peut être problématique de santé mentale. Nos producteurs ne sont pas à l'abri de dépression, anxiété, troubles de personnalité, bipolarité. Donc, les problèmes de santé mentale habituels, on rajoute aux problèmes reliés à la ferme. Donc, si quelqu'un auprès de l'agriculteur voit qu'il va plus ou moins bien, Oui. comme vous le mentionniez, Oui. un agronome, Un vétérinaire. il peut vous appeler. Oui. Est-ce que souvent, la demande vient de l'agriculteur même? Je vous dirais que c'est moitié-moitié parce que les agriculteurs, c'est difficile pour eux de dire « je ne vais pas bien, je vais m'en rendre compte et je vais le signaler ». Donc, habituellement, c'est des gens qui tournent autour de nos agriculteurs, qui nous signalent, mais il y a effectivement une portion qui vient des agriculteurs eux-mêmes, qui ont une référence par un organisme qui tourne autour de nous. Ouais. Parce qu'ils ont l'idée d'être un super-héros. Là. Oui, malheureusement. Puis c'est des longues journées de travail quand ils sont dans les... tu sais, les laitiers, c'est pas si pire. Je dis c'est pas si pire les animaux parce que, tu sais, ils ont des journées qu'ils peuvent faire, mais quand c'est les champs, quand c'est le temps des cultures, j'ai oublié le mot. C'est pas eux qui décident Non, à quel malheureusement. moment se fait la récolte. Là. Effectivement, puis c'est pas eux qui décident non plus quand semer, quand... fait qu'ils sont vraiment à l'affût, puis... ouais. Alors, on parle aussi de dépistage. Oui. Donnez-moi un exemple concret. Bien, on est toutes formées, je dis toutes parce qu'on a un travailleur de rang, fait que le féminin l'emporte chez nous. On est toutes formées en situation de risque suicidaire, donc on a toute la grille qu'on peut appliquer si on a une personne qui a des idées suicidaires. On peut dépister aussi pour les CLSC, les hôpitaux, parce que pour nos producteurs et productrices, c'est plus facile de venir nous voir parce qu'on a des heures qui sont plus grandes que les hôpitaux, puis on a une accessibilité aussi qui est plus facile. Vous rendez-vous chez l'agriculteur? Oui. Donc, Oui. vous pouvez vous déplacer Oui. chez lui Oui. ou chez elle. Oui, effectivement. Et vous êtes des psychologues? Il y a beaucoup de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On est tous dans le domaine du... ouais. Et on parle aussi de prévention. Oui. Ça veut dire faire connaître vos services. Faire connaître les services, on a là, comme présentement, on a l'expo agricole à Calixa-la-Vallée. Donc, je vais être là, présente pendant la fin de semaine.
Des moments comme vous, aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Mais c'est ça, on essaye d'être un peu partout visible. On a des pages Facebook aussi pour se faire voir, pour se faire connaître. Fait que c'est ça qu'on essaie de se faire connaître, parce que si c'est pas le domaine agricole, les gens ne nous connaissent pas. Puis même dans le domaine agricole, c'est difficile de percer. Pouvez-vous avoir à faire plusieurs rencontres avec Oui. un agriculteur? une Oui, agricultrice? c'est l'avantage de dire le CLSC ou les hôpitaux offrent aussi un service, mais souvent, les CLSC ont 6 rencontres, tandis que nous, on a un nombre illimité de rencontres. Puis si les producteurs nous annulent une rendez-vous, supposons la journée d'avant, parce qu'ils sont dans les champs, bon, c'est très compréhensible, c'est très ouvert, on reporte, puis on n'a pas de temps précis pour le faire. Donc, ça se fait évidemment sans jugement. Effectivement. Si quelqu'un nous écoute présentement et pense qu'il y a un agriculteur, une agricultrice qui ne va pas très bien dans son milieu, qu'est-ce qu'on fait? On appelle au numéro 450 sur la page web ACFA, ACFA réseau eaux.qc.ca, c'est de nous contacter. Donc, on appelle le numéro 450. Et là, justement, il y a une personne qui va prendre la demande en charge et après va le transférer à l'ATR de la région. En conclusion, Oui. comment vous en êtes venu à travailler dans les rangs, finalement? En fait, c'est un hasard. La vie m'a emmenée là tranquillement. L'année passée, je travaillais en toxicomanie. Et c'est un collègue de travail, sa conjointe travaille pour ACFA. Donc, c'est comme ça que je me suis faufilée jusqu'aux travailleurs de rang. Mais je suis une personne qui aime beaucoup les animaux, qui est très empathique, qui aime beaucoup la relation d'aide. Fait que pour moi, ça faisait du sens. Alors, vous êtes à la bonne place. Oui. Madame Julie Houle, travailleuse de rang en Montérégie pour ACFA au cœur des familles agricoles. Ça a été un plaisir de vous accueillir. À moi aussi. Au Québec, le 1er juillet est un peu la journée annuelle du déménagement. Les Québécois sont reconnus pour avoir la bougeotte. On change de ville, de quartier, de communauté. Avec le déménagement, on laisse une communauté, mais on en adopte aussi une nouvelle avec ses habitudes de vie et ses organismes bénévoles. Si vous déménagez cette année, prenez le temps dans les prochains jours de faire le tour de tous les services offerts par et pour les citoyens de votre nouvelle ville et pourquoi pas offrir vos services. Vous connaîtrez ainsi rapidement vos voisins. À très bientôt. Dans la vallée.